80% du quotidien des policiers municipaux de Perpignan est lié, d'une façon ou d'une autre, au trafic de drogue. Voilà, ça c'est la France de 2025, pas une série Netflix. Ce soir, on va parler criminalité, grand banditisme, crime organisé et surtout cocaïne, parce que visiblement c'est devenu notre premier secteur de croissance. Comment, à Perpignan, est-on passé de 22 quartiers agités dans les années 80 à près de 1400 zones hors contrôle aujourd'hui? Tout ça sous le joli label politique de la ville. Pendant que les gouvernements se renvoient la balle, les voyous, eux, se renvoient les kilos. De l'Amérique latine à Marseille, un véritable tsunami de cocaïne déferle sur l'Europe. Restez avec nous, on va rire jaune, être bousculé, mais surtout, on va regarder en face ce que beaucoup préfèrent encore cacher sous le tapis, de poudre. On va parler criminalité, on va parler grand banditisme, crime organisé et en premier lieu trafic de drogue, puisque ça reste quand même le gros du panier, on va dire. Comme je disais en introduction, nous venons de terminer un documentaire qui va bientôt paraître la semaine prochaine sur l'application Omerta, sur la police municipale à Perpignan. Municipale, hein, je précise. Oui, bien sûr. Donc j'ai passé 3 jours et 3 nuits à les suivre. Premier constat, tout simple, 80% du quotidien des policiers municipaux dans une ville moyenne de France comme Perpignan est lié d'une façon ou d'une autre au trafic de drogue. Comment en est-on arrivé là ? Alors c'est simple, ça tient en 4 mots, politique de la ville. C'est-à-dire que depuis les années Mitterrand, les gouvernements successifs de la Ve République, alors gauche ou droite, tout pareil, hein, se sont lancés dans une analyse complètement fautive, ont fait une dramatique erreur de diagnostic en expliquant que ce qui se passait dans les quartiers où ça s'agitait un peu au début, jusqu'à la situation présente, était due à des choses comme le racisme, la discrimination, etc., ce qui n'a absolument rien à voir, parce que les premières victimes des voyous, c'est naturellement ceux qui habitent à côté d'eux, donc issus des mêmes communautés qu'eux. Et donc, là aussi, il faut dire les choses précisément. Le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée, à l'époque, il est toujours de ce monde, Jean-Louis Bianco, écrit une note au président Mitterrand pour lui dire que dans la périphérie parisienne et dans la périphérie lyonnaise, il y a des jeunes qui s'agitent dans des municipalités, qui jettent des cailloux sur la police, qui ont des différends avec les forces de l'ordre, etc. Et il lui fait la liste des villes où ça se passe. À l'époque, il y en a 22. Au dernier comptage du secrétariat à la politique de la ville, fin 2024, il y en a pratiquement 1400. Alors, c'est l'échec le plus faramineux de toute la Ve République, à savoir que si vous envoyez votre petite dernière à l'hôpital et qu'elle a 38 et que vous la laissez une semaine et qu'elle a 40 et 5 dixièmes, on ne peut pas franchement baptiser ça un succès. C'est exactement ce qui s'est produit. Et donc, cette impéritie grave, le fait qu'on ait laissé des zones hors contrôle se développer sur les territoires français explique le reste, explique les agressions contre la police, explique les émeutes, Naël et compagnie, parce que c'est là que ça se passe, et explique le trafic de stupéfiants. Vous savez, depuis le Moyen-Âge, on sait que quand on laisse une cour des miracles aux voyous, ils s'en servent pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. C'est leur zone de repli, si vous voulez. Alors, on les a laissés proliférer sur le territoire français. En outre, à partir du moment où il est prévu qu'on ait les Jeux Olympiques, c'est-à-dire en gros 2020, pour les Jeux Olympiques de l'été 2024. À partir de ce moment-là, systématiquement, les migrants, les illégaux, les fameux mineurs non accompagnés sont balancés dans des villes moyennes et des petites villes pour pas qu'on les voit tous sous le périphérique pendant qu'il y aura les Jeux Olympiques et que Paris sera la vitrine du monde. Résultat, ces trafics, parce que, je veux dire, c'est pas une question d'ethnie. Si jamais vous balancez un Suédois dans un trou en province où il n'a aucun moyen de vivre, au bout d'un moment, il va finir par dealer de la drogue parce qu'il n'a aucun autre moyen. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, le fait d'être d'une culture différente n'arrange pas les choses, mais je rappelle toujours ça parce qu'autrement, on dit oui, mais vous comprenez tout ça, de la discrimination. La pire crise criminelle aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est l'immigration irlandaise. Voilà. Oui. Encore. Il y avait une mafia d'ailleurs. Juste pour rire 2 minutes, à l'époque,
il y avait ce qui existe encore en France aussi et qu'on appelle ça en argot parisien, vous savez, les paniers à salade, parce qu'à l'origine c'est du grillage. Alors on prend les types dans la rue, quand ils sont arrêtés ou qu'ils sont morts par terre ou blessés, on les met là-dedans et puis on les amène au poste. Eh bien, le panier à salade new-yorkais, depuis la fin du 19e siècle, s'appelle Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais, parce qu'il n'y avait pratiquement que qu'on trouvait là-dedans. Voilà. Donc, c'est le fait d'envoyer des gens dans la verte, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, sans aucun moyen de gagner sa vie, sauf de faire des choses illicites. Il ne faut pas s'étonner qu'ils fassent des choses illicites. Alors, le trafic de stupéfiants, c'est ça, sa prolifération. Est-ce qu'on peut aussi trouver une source à cette explosion du trafic de drogue par le fait que la désindustrialisation de la France, finalement, a rendu moins indispensable la main-d'œuvre immigrée qui s'est retrouvée, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part dans ces banlieues, que finalement avec des taux de chômage très importants et que quelque part on a laissé faire ces trafics en se disant c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent. C'est très secondaire. C'est un phénomène de jeunes. Vous savez, ceux qui s'engagent dans des carrières illicites, ceux qui deviennent, comme disait très joliment la criminologie du 19e siècle, des criminels d'habitude, c'est des gamins maintenant qui ont 12 ans des fois. Oui, ça c'est vrai, on en a vu. Et donc, le type qui a travaillé 12 ans chez Renault, ou aux grosses presses, vous savez, chez Berlier, dans la région lyonnaise, etc., il perd son travail, il est un peu désespéré, des fois il se laisse couler, il y a des suicides, il y a de l'alcoolisme, il y a des choses comme ça, mais il ne tourne pas bandit. Les carrières bandits et criminels et terroristes, ça se commence très jeune. C'est d'ailleurs pourquoi l'ETA au Pays Basque et l'IRA, les mouvements nationalistes et terroristes en même temps, envoyaient les gamins affronter la police à l'âge de 12 ans, parce qu'il faut acquérir les réflexes. Si vous faites, comme vous vous souvenez, Feltrinelli, là, en Italie, si vous lancez un gauchiste un peu littéraire et tout, mais qui à la fin, il a essayé de devenir terroriste à 40 ans, ça ne marche pas, il a été tué par sa bombe. C'est un métier de jeune. Voilà, ça s'apprend, les réflexes, pas le métier, mais les réflexes. Le truc qui est gravé dans votre tête et qui fait que vous réagissez à la seconde, ça s'apprend à 12 ans ou ça ne s'apprend pas. Alors, certains endroits en France, Marseille en particulier, ont subi une augmentation exponentielle du trafic de drogue, au point que l'an dernier, des magistrats de la ville décrivaient la cité phocéenne comme une narco-cité. Est-ce que, selon vous, la situation actuellement échappe aux autorités à Marseille ? Je pense que, si vous voulez, l'important, parce que là, en France, on est au point d'arrivée, quoi. L'important, ce qui est crucial pour ceux qui nous regardent à l'heure actuelle, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer mondialement en termes de stupéfiants. Et après ça, vous allez voir, on va retomber sur Marseille. À l'heure actuelle, ce qui est en cours, je ne dis pas que ça se prépare, c'est une inondation, un tsunami de cocaïne comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire du monde. Pour la deuxième année consécutive, dans le cône nord de l'Amérique latine, mais maintenant aussi en Amérique centrale, on dépasse, tenez-vous bien, les 400 000 hectares plantés en arbustes à coca. Ça fait combien de kilos de cocaïne, ça ? Ah ben j'y viens. Et donc, depuis... là aussi, parmi les choses qu'il faudra dire, c'est que les statistiques que nous donnent les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, etc., elles datent généralement d'il y a 2 ans. Mais les chiffres tout récents, je les ai, de 2025, ils sont effrayants. Et donc, entre les chiffres de l'ONU, entre 2012 et 2024, la quantité de cocaïne produite dans le cône nord de l'Amérique latine, et maintenant un peu en Amérique centrale, a augmenté de 330%. On est passé d'un peu plus de 900 tonnes de cocaïne. 900 tonnes, c'est 900 000 kilos, imaginez un peu, à pratiquement 3000 tonnes. Voilà, c'est ça qui nous arrive sur le coin de la figure. Pourquoi ça nous arrive en Europe ? Et pourquoi la prochaine étape, ce sera, mais ça nous affecte moins, le Moyen-Orient, le Golfe, l'Arabie, etc. Parce que, bien entendu, les narcos au sommet, les caïds, les grands chefs du trafic de stupéfiants ne sont pas des poètes. Et donc, ils vendent leur drogue là où elle coûte le plus cher, là où ils la vendent le plus cher. Comme en France, bien que ça se soit au niveau du prix de gros, pratiquement effondré depuis 2 ans.
ce qui est la preuve de l'inondation, si vous voulez. Parce que Oui, c'est une avant, marchandise. c'était 50 euros, 100 euros. Ouais, ouais. mais non, je parle du prix de gros. Ouais, le prix C'est-à-dire gros, qu'au début ouais. de l'année 2024, Le kilo. arrivé Marseille, Ouais. arrivé Marseille, le kilo, en début de l'année 2024, il est à 32 000 euros le kilo. Maintenant, on peut des fois le toucher à 17 000. Ça s'est effondré. Ok. Voilà. Le prix, comme les grossistes de la cocaïne sont peu nombreux, ils arrivent à faire des espèces de cartels entre eux, de monopoles, etc. Et ils arrivent à tenir en ce moment le prix du gramme vendu en boîte de nuit ou dans la rue vers 50 euros. Mais ça va s'effondrer aussi. On va vers, dans les années qui viennent, on va à un gramme de cocaïne qui sera sans doute autour des 40 euros.